Shellman, je dois peut-être à mon lieu de naissance le goût que j'ai eu de l'international. En tout cas, je suis né dedans, en région frontalière. Et mon premier job a été dans une entreprise alsacienne d'ailleurs qui faisait des machines textiles, des équipements de machines textiles. C'était un job de responsable de zone export. C'est souvent un job confié à des débutants. Et je vendais des machines, des équipements textiles, des équipements de machines textiles à des grandes usines. Et les petits équipements, les pièces de rechange étaient distribuées par des distributeurs locaux. Et c'était ma première expérience d'animation de réseau de distributeurs. J'ai ensuite décroché un job de directeur export pour une société qui faisait des équipements audiovisuels et qui ne se vendait que je vendais que par des distributeurs. Donc là encore, j'avais un réseau de distributeurs quasiment dans le monde entier. Et mon dernier job salarié a été dans l'informatique pour une société qui faisait des logiciels, des systèmes de gestion de bases de données qui se vendent par ce qu'on appelle des VAR, des Value Added Resellers. Et donc là encore, un réseau de distributeurs dans le monde entier. Donc les distributeurs, je les connais bien. Je l'ai toujours entendu pleurnicher pour la crise. Enfin bref, on verra leur comportement tout à l'heure. Et depuis 20 ans, j'ai créé mon cabinet conseil comme consultant pour le développement international de PME. Donc, j'aide les PME à définir leur stratégie export, à négocier aussi avec leurs distributeurs, positionner leurs produits, voilà. Et pas mal aussi d'études de marché et d'intelligence économique sur des marchés cibles. Voilà pour mes activités. Voilà le plan. Alors, en fait, il y aura deux parties. En gros, puisque le thème essentiel, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à distance lorsque les entreprises sont confinées à l'international. Deux parties, je vais quand même revenir sur le présentiel, car il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à distance. Il ne faut pas rêver. Je pense que depuis le Moyen Âge, les courants d'affaires internationaux ont eu pour point de départ des rencontres physiques entre l'offre et la demande. Et par mon expérience, je sais que si on veut maîtriser un importateur, un distributeur, il faut avoir été sur place pour collecter certaines informations essentielles. J'y reviendrai. Donc, je vais revenir quand même sur la présence, ce qu'on ne peut pas faire à distance, et bien sûr, l'essentiel du séminaire. De quoi allons-nous parler avec un importateur dans la mesure où on ne peut pas se déplacer? Il y a quand même pas mal de choses à faire qui sont surtout du domaine quantitatif. Auparavant, deux, trois concepts sur le réseau de distribution. Animer un réseau de distributeurs, c'est un métier. C'est un métier et c'est un autre profil. D'ailleurs, dans les recrutements, comment dirais-je, on parle d'un large account manager. Donc, on recrute un vendeur grand compte, c'est celui qui va faire de la vente directe. Les talents demandés à un négociateur, à un vendeur grand compte, sont différents de ce qu'on demande à un responsable de réseau de distribution. La composante culturelle dans la vente directe, elle est importante. On ne peut pas déplaire à un gros client, on ne peut pas le perdre. On est dans les techniques de vente, les techniques de séduction. Dans le domaine de la distribution, et j'insisterai là-dessus, on se partage une marge. Donc, il est question de gros sous. C'est un partenariat entre l'exportateur et son importateur. On est davantage dans le quantitatif, mais je vais y revenir. Pour illustrer le métier de responsable de réseau de distribution, j'ai pris cette illustration parce qu'un jour, j'avais invité un de mes clients, un distributeur justement, il voulait absolument aller au Lido. Alors je l'ai invité au Lido et il y avait ce genre de spectacle. Et puis il me fait, ça je ne l'oublierai jamais, il se tourne vers moi, il me fait « Well, that looks like your job ». Alors effectivement, il me dit « Oui, ce que vous faites, vous passez d'un importateur à l'autre, vous le redynamisez, puis ensuite il vous oublie, vous revenez, vous le dynamisez, vous le stimulez, etc. » Un peu à l'image d'un jongleur d'assiettes. J'ai beaucoup aimé cette comparaison et c'est effectivement cette activité qui fait le charme du métier d'exportateur. On se déplace, on rencontre, on anime, on dynamise. Pour qu'on soit bien d'accord, sur le réseau de distribution à l'étranger,
Qu'est-ce que fait l'exportateur? Qu'est-ce que fait le distributeur? Un petit rappel. L'exportateur, il connaît son outil de production. Il connaît ses produits. Il connaît son marché domestique. Et il connaît toutes les techniques de vente sur son marché domestique. Le reste, il ne connaît pas. Ou du moins, on va faire en sorte à ce qu'il les connaisse. Le distributeur, il connaît ses clients. Mais c'est là qu'il y a un piège. Il connaît les clients qu'il a déjà. Il ne travaille pas les clients qu'il ne connaît pas, si je peux dire, ceux qu'il juge trop difficiles. Et ce sont peut-être ces clients-là que l'exportateur va viser. Il connaît son marché, c'est incontestable. Il connaît le réseau d'influence locale, les contraintes du pays, bien entendu. Le réseau d'influence locale, c'est un point important. L'importateur est en position de force. J'ai déjà vu dans des joint ventures, j'ai déjà vu dans des filiales, le correspondant local, même s'il ne détient qu'une minorité des parts, 40-45% des parts, j'ai déjà vu des rapports de force inversés, tout simplement parce que la partie locale, si je peux dire, l'actionnaire local, connaît tous les clients, toutes les ficelles. Et même parfois, un actionnaire majoritaire à l'étranger se voit parfois privé en fait de son pouvoir par celui qui est sur place. Mais ça, c'est quand même enfin, ça arrive, mais ce sont des exceptions. Toujours est-il que l'un et l'autre sont donc totalement complémentaires. Et j'ai souvent entendu cette phrase qui revient dans des négociations avec les importateurs. Nous connaissons nos produits, vous connaissez votre marché, donc nous allons travailler ensemble. Cela paraît idéal. En principe, on est dans une parfaite complémentarité, dans un partenariat. Ce n'est pas aussi facile, car pour bien comprendre l'importateur, il faut savoir comment il travaille. On a l'impression qu'il a intérêt à vendre la plus grande quantité possible avec la plus forte marge possible. Ce n'est pas tout à fait ça. Il aura comme réaction, et je prends comme comparaison celle d'un agent immobilier. L'agent immobilier, si vous lui confiez votre appartement, votre maison, il n'a pas vocation à la vendre au prix le plus élevé. Il n'aura pas forcément vocation à défendre vos intérêts. Son objectif, c'est que la vente se fasse le plus rapidement possible. Empocher sa commission le plus vite possible. Et on retrouve cette même tendance chez n'importe quel intermédiaire commercial. L'importateur ne défendra pas forcément les intérêts de son exportateur. Bien sûr, il acceptera d'être appuyé dans ses actions commerciales. Il va chercher à garder la maîtrise du marché, pas qu'on l'ennuie, et éventuellement maximiser sa marge, mais bon. Il est en position de force parce qu'il connaît son marché et il a la proximité géographique de ses clients. Les relations ne seront pas faciles. Maintenant, première partie, qu'est-ce qu'on peut faire en présence et qu'est-ce qui est absolument incontournable. Nous verrons ensuite ce qu'on peut faire à distance. Alors, je vais introduire pour ça un concept qui va… D'abord, je vais l'aborder sur le plan théorique, je suis désolé. Je vais parler d'analyse de la valeur, mais ce n'est pas du tout un cours de marketing que je vais faire, mais c'est vraiment essentiel. Si vous voulez maîtriser votre marché cible à destination, vous êtes obligé au préalable d'estimer la valeur perçue par vos produits sur le marché local. C'est le calcul du prix. Non, pas du tout. Le calcul du prix se fait au niveau académique, souvent par empilement de coûts successifs, mais on n'arrive à rien avec ça. Il faut vraiment que l'importateur et l'exportateur soient d'accord sur à quel prix pouvons-nous vendre le produit sur le marché cible. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé il y a quelques années pour les producteurs de dattes algériens. J'ai pu constater, en allant dans les oasis, que le prix départ était de 1 € le kilo. Je leur ai montré, photo à l'appui, près de chez moi, près du marché parisien, que sur les étals parisiens, le prix des dattes était de 8 à 9 € le kilo. Et je leur ai dit, c'est fabuleux. Il y a un différentiel de 8 € entre l'un et l'autre. Donc, on va pouvoir jouer sur la marge et vous allez pouvoir gratter la marge et vendre plus cher. Ils ont eu du mal à comprendre. Mais ça, c'est une situation idéale où la valeur perçue est différente. Pourquoi? Parce que en Europe, la date, c'est un produit exotique vendu en plus faible quantité et donc le client, le consommateur
Ça ne me dérange pas du tout de payer 7 ou 8 euros le kilo de dattes. Mais je vais prendre un exemple plus concret de machine. On estime la valeur par, dans l'industrie, le coût du problème et la valeur de la solution. Je vais prendre un exemple très concret. Mais c'est important, parce que tant qu'on n'a pas défini avec l'importateur à quel prix on peut vendre le produit sur le marché de destination, on ne s'entendra jamais. Et pour ça, puisqu'il est question de présence, ça, on ne peut le faire pratiquement que sur le terrain. Alors, je reviens à mon premier job, la vente de machines textiles. Celle que je vendais est un peu moins sophistiquée que celle-là, mais le problème était le même. J'avais l'habitude, quand j'arrivais dans les usines, quand on m'autorisait à le faire, j'allais voir non pas la direction générale, la direction technique ou le directeur achat, pas du tout, j'allais voir ce que j'appelle Bébert, le conducteur de la machine, celui qui a toujours les mains dans le cambouis, celui auquel personne ne dit bonjour, j'étais le seul à venir le voir, et je discutais le bout de gras avec lui. Surtout, je ne cherchais pas à vendre, d'ailleurs, de toute façon, il savait très bien qu'il n'avait rien à vendre. Je prenais le temps de discuter, et je me souviens d'une fois, j'arrivais, il était de mauvaise humeur, il disait qu'est-ce qui se passe, comment ça va? Ouais, ça va mal, je suis obligé de changer les cylindres, on va changer de motif, à imprimer, ça me prend une demi-journée au moins, je me salis, je mets les mains dans le cambouis, ça ne redémarre jamais comme il faut, bref, il râlait en permanence. Ok, très bien. Avec cette information, j'allais voir la direction achat, il me fait bien entendu, vous êtes trop cher. Bon, je lui ai répondu, non, enfin, nous ne sommes pas trop chers, nous sommes chers, c'est différent. Et puis j'aborde la question technique sur les postes techniques, comment ça se passe quand vous changez les cylindres pour changer de motif, pour passer d'un client à l'autre. Bon, ça se passe bien. J'ai l'impression que ça prend quand même plusieurs heures, hein, presque une demi-journée, à mon avis, sur cette machine-là pour changer les cylindres. C'est des machines concurrentes, hein, bien sûr. Oui, oui, bon, bref, il en convenait. Et nous, on avait un système de clip qui permettait de changer l'ensemble des cylindres en 1 heure à peu près. Alors, ça coûte cher, une demi-journée d'arrêt machine. Et puis, avec un système innovant qui permet de changer les cylindres plus rapidement, vous pouvez viser des plus petites séries et donc gagner un autre segment de clientèle, des plus petites séries, donc des séries plus chères, gagner plus de marge, etc. C'est ça la valeur d'un équipement ou d'un produit, qui n'a rien à voir avec son prix, qui n'a rien à voir avec un empilement de coûts, rien du tout. À partir du moment où on est d'accord avec l'importateur, on s'accorde sur cette valeur, à ce moment-là, on va pouvoir partager les marges et je vais vous faire un petit schéma. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche d'intelligence économique. Ce n'est pas du tout une étude de marché. Je pense qu'il faut arrêter de gaver les étudiants avec le concept d'étude de marché. Non, il faut définir les informations dont on a besoin avant de sélectionner le distributeur local. Si vous n'avez pas ces informations avant de négocier avec lui, ben vous allez vous faire bouffer tout cru. Et en phase de collecte d'informations, surtout ne pas apparaître comme vendeur. Je prends parfois comme, quand je forme des vendeurs, je leur dis, quand vous allez chercher des informations, ne cherchez pas à vendre en même temps. Je prends même d'ailleurs cette illustration que j'aime bien, le fameux lieutenant Colombo. Il ne nous rajeunit pas, hein, ça je suis d'accord avec vous. Il est neutre. Il mène son enquête, il n'apparaît surtout pas comme un policier. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir conduire, non pas une étude de marché, mais collecter des informations qui vont nous aider. Ce n'est pas ringard du tout, au contraire, c'est la tendance actuellement. Il n'y a pas très longtemps, j'avais rencontré un institutionnel japonais et je leur ai proposé mes services en disant voilà, je pourrais réaliser pour vous des études de marché ou de marché français, européen. Et puis il me regarde avec un petit sourire, il me fait oh, vous savez, au Japon, on ne fait pas d'études de marché. C'est pas comme les Occidentaux. Nous observons. C'est par l'observation de terrain qu'on arrive à avoir ces informations vitales, des informations qualitatives. Et ça, à distance, ça ne se fait pas. D'autres choses se feront à distance, bien entendu. Ça, c'est avant de négocier, avant d'identifier votre importateur, votre réseau de distribution. Vous êtes en position de force à partir du moment où vous avez ces informations-là. Maintenant, une fois que l'importateur est identifié, vous allez travailler avec lui. 3 choses. La première, l'importateur lui-même. Pas de problème, vous le connaissez, c'est bon. Ensuite, et là, c'est un travail de terrain, vous devez connaître ses vendeurs.
quelles sont leurs techniques de vente? Est-ce qu'ils ne font pas un détournement de vente? J'ai connu des importateurs qui avaient bien sûr une gamme de différents produits, qui pratiquaient un détournement de vente éhonté au profit d'un concurrent, tout simplement parce que le concurrent avait lancé un jeu concours qui permettait de récompenser les vendeurs qui avaient vendu le plus de produits de sa marque. Bien entendu, ça se faisait au détriment de la marque de l'exportateur français. Alors, connaître les vendeurs, ça, c'est absolument, je dirais, c'est un jeu. Je l'ai fait souvent. Je me souviens d'une part de marché importante que j'avais en Italie. Et je tournais avec les commerciaux. Sur toute l'Italie, il y avait un commercial par région. Dans la journée, on allait voir, je l'accompagnais pour voir ses clients. Il était tout content d'exhiber un commercial français. Donc, j'affinais l'argumentaire de vente. Je disais, voilà, là, tu vois, il faudrait que tu dises plutôt ceci, cela. Là, tu as oublié de dire ça parce que ça permet de, etc. Donc, c'est bon, il était tout content. Il gagnait de nouvelles ventes. Et le soir, bien sûr, on faisait la fête. C'est assez fatigant comme métier. Mais pendant qu'on fait la fête, il parle, le commercial. Oh, il raconte des choses sur son employeur. Il se lâche. Et là, on a de l'information. Et ça nous permet de mieux négocier ensuite auprès du distributeur lui-même. Et ce n'est pas tout. Troisième catégorie, le client du client. En général, l'importateur, c'est son capital, ses clients, c'est son patrimoine, c'est son fonds de commerce. Il est assez réticent à ce qu'on visite ses propres clients, mais c'est indispensable, c'est du terrain aussi. C'est indispensable parce que d'abord, l'importateur n'est pas éternel, il faut pouvoir éventuellement un jour le récupérer ses clients, et surtout savoir comment nos produits sont perçus et revendus par les clients de notre importateur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un point très, très, très important. Les ventes peuvent se bloquer à ce niveau-là, ici, auprès des clients de clients. Voilà, pour une liste d'informations, de comportements, d'appui à l'importateur qui ne peut se faire que sur le terrain. Maintenant, ce qui va nous intéresser le plus, c'est ceci. Ce qu'on va pouvoir faire à distance. En gros, si je fais la scission présence-distance, ce qui se fait en présentiel, ça va être une action qualitative d'appui, de collecte d'informations, ce qui va se faire d'affectif, de relationnel, et ce qui va se faire à distance, ce sera du quantitatif, du rationnel, du marketing. Attendez, je vais reprendre la main ici. Tiens, mes slides n'avancent plus. Ah si. Ce que nous allons voir, et d'ailleurs il y a une petite coquille, excusez-moi, je corrige tout de suite. Alors, ce que nous allons voir va concerner essentiellement des pays que j'appelle, des cultures d'affaires que j'appelle la faible référence au contexte. Dès qu'on parle chiffres, dès qu'on parle marketing, ce sera valable surtout dans les pays d'Amérique du Nord, Europe du Nord. Il est bien évident que les autres zones géographiques mondiales sont davantage sensibles au relationnel. Pour illustrer le message, je vais prendre deux cultures d'affaires totalement différentes, totalement complémentaires. L'une travaille fortement à distance, l'autre beaucoup moins. Deux pays, deux économies complémentaires, puisque la France est le premier partenaire de l'Allemagne, l'Allemagne le premier partenaire de la France. Et j'entendais souvent dire en Allemagne, il m'arrivait de faire des formations en école de commerce en Allemagne, ça les amuse les Allemands d'ailleurs, ils me disent, en Allemagne, nous passons 80% du temps en préparation de la négociation et 20% dans la négo elle-même. Chez vous, les Français, c'est l'inverse. Alors profitons-en, puisque la préparation, c'est 80% du temps de travail des Allemands, la préparation, ça peut se faire à distance, précisément. Donc, c'est l'occasion. On ne pourra pas le faire dans tous les pays, bien sûr. Restons un peu sur l'Allemagne. La communication, elle est écrite.
quand vous sollicitez un rendez-vous, vous devez envoyer l'ordre du jour, sinon vous n'aurez jamais le rendez-vous. Elle n'est jamais affective, c'est du factuel. L'allemand va demander des faits, des chiffres. Tant mieux, ça se fait à distance. Et également ce fameux refus de l'incertitude. Il déteste l'incertitude, l'allemand. Tant mieux, on peut le rassurer à distance. Le français, c'est l'inverse. La communication est verbale. Une fois, un Allemand, d'ailleurs, ce n'était pas très poli de sa part, me répond, quand je commençais à argumenter, il me répond bla bla bla. C'est presque une insulte en allemand d'ailleurs. Il ne supporte pas le verbal, il veut des preuves. Le français accepte l'incertitude et donc les écoles de vente françaises sont davantage orientées vers cette fameuse méthode son cas, sympathie, empathie et tout ça. Est-ce qu'il y a une méthode de négociation meilleure qu'une autre? J'en sais rien. Si, j'ai ma petite idée, mais elle ne risque de ne pas plaire. Par contre, cette phrase que m'a sortie un jour un Russe, je ne l'ai pas oubliée. C'était au cours d'un cocktail. Il faisait beaucoup d'affaires avec des Français, parlait très bien français d'ailleurs. Alors je lui pose la question. Alors, comment ça se passe avec nos compatriotes, avec mes compatriotes, pardon? On dit, oh, on adore négocier avec les Français, ils sont sympas, ils ont un bon relationnel, on fait la fête, il y a vodka et tout. Mais on finit toujours par conclure avec les Allemands. J'ouvre simplement cette discussion parce qu'il existe un grand nombre de cultures d'affaires, effectivement, avec lesquelles on pourra vraiment, et on devra d'ailleurs, travailler à distance. On devra. J'ai eu un patron qui était absolument extraordinaire, qui m'avait demandé de préparer, qui m'avait orienté vers la préparation de la négociation beaucoup plus que vers la négociation elle-même. Mais j'y reviendrai. Alors, sur quoi on va travailler? Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Je voudrais m'attarder sur ce schéma qui part de, on va dire, la valeur totale du produit sur le marché cible. On va supposer que l'importateur, l'exportateur, tout le monde est d'accord sur ce prix-là. Alors, je vais prendre le curseur. Voilà. Donc, nous allons avoir comme premier paramètre la valeur du produit sur le marché d'exportation. Deuxième paramètre, et ça c'est le fabricant qui peut le donner, son coût de production, avec une petite marge quand même, mais les prix à l'export sont généralement nettement inférieurs aux prix sur le marché domestique. Pourquoi? Parce qu'on transfère à l'importateur, voilà, je vais prendre mon curseur, j'espère que vous le voyez, on transfère à l'importateur une partie de ce qu'on n'aura pas à faire. Par exemple, la force commerciale, le marketing, l'importateur va faire tout ça lui-même. Et vous allez avoir deux cas de figure. Le cas de figure où l'importateur dit « Écoutez, moi je m'occupe de tout, vous livrez chez moi », et encore dans certains cas, certains importateurs gèrent la logistique, vous livrez SIF, mon port de débarquement, enfin bref, vous livrez chez moi, qu'importe, et après, je m'occupe de tout, de la force commerciale, de l'argumentaire, de l'après-vente et tout et tout. Et donc, à ce moment-là, le prix de transfert consenti par l'exportateur est assez bas. Ou bien vous avez des importateurs qui, eux, se contentent de vendre le produit s'il est demandé, ça c'est une catastrophe. On les appelle dans le jargon les box movers, déplaceurs de boîtes. Ils ne font aucun effort promotionnel et leur marge à ce moment-là, bien sûr, sera plus petite. Donc, les négociations entre importateurs et exportateurs vont se passer ici, entre ces deux paramètres que nous allons nous partager. On va se le partager sur savoir en fait qui payera quoi. On est dans une logique de plan marketing, on va en parler, et là on parle gros sous, et là à ce moment-là tout le monde écoute. Tout le monde écoute, est-ce que c'est certain? Quelques nuances tout de même. Il est bien évident que si au téléphone l'importateur vous dit « Écoutez, je suis désolé, vous me parlez marketing, mais moi j'ai 3 de mes commerciaux à l'hôpital et 1 en réanimation », il ne vous écoutera certainement pas. Donc bien sûr, il y aura au préalable un relationnel, de l'empathie, c'est classique bien entendu. Bon, à partir du moment où ces premières prises de contact ont été faites, là on va parler argent. Il vous écoutera si
et c'est le but d'ailleurs, j'espère que ce sera une réalisation, à partir du moment où vous représentez au moins ou environ 10% de son chiffre d'affaires, c'est excellent. À ce moment-là, il vous écoutera parce qu'il dépend de vous. Si en plus, ces ventes représentent à peu près 10% de votre chiffre d'affaires export, alors là, vous êtes pieds et mains liés, vous êtes obligé de discuter. Et puis de toute façon, il vous écoutera. Il a besoin de conseils, il a besoin de moyens supplémentaires, surtout pas des moyens financiers. Alors ça, je suis en tant que consultant, et j'étais bien dressé par mes patrons à l'époque, opposé à toute remise de prix. Ce n'est pas une remise de prix qui fait vendre davantage. Et puis en période de crise, il sera ouvert à toute suggestion. Et puis il y a une raison universelle qui fait qu'il vous écoutera, et je pense que c'est la limite des fameuses, de la composante interculturelle. Je pense qu'on gave un peu trop les étudiants en école de commerce avec l'interculturel. Je pense qu'il est quand même important de revenir au fondement du business. Hein, et chacun ses références. Moi, c'est Jean Gabin. Un dialogue de Michel Audiard, une réplique fabuleuse, je crois que c'est des extraits du film Le Pacha. Quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Que l'on fasse des boulettes, des erreurs culturelles, des erreurs de comportement, on pardonne, on parle gros sous. C'est très américain d'ailleurs. Je me souviens d'une réplique, un Américain m'avait un jour coupé la parole, j'étais avec un collègue, et on faisait les présentations un peu à la française, puis à un moment il m'interrompt, OK, now let's talk business. On va parler affaires. Alors, qui dit affaires dit business plan essentiellement, et on va rester là-dessus quelques instants, car c'est la structure financière, des projections financières. C'est un business plan, c'est qu'est-ce qu'on va faire. C'est vraiment plan your work and work your plan. Ça limite l'incertitude. C'est très apprécié par les pays qui ne supportent pas l'incertitude, Europe du Nord, Amérique du Nord essentiellement. Je suis souvent étonné d'ailleurs quand je vais, chaque fois qu'il y a une librairie d'affaires, à New York il y en a pas mal, Manhattan, quand j'entre dans une librairie de business, une librairie d'affaires aux États-Unis, un pan complet de la librairie est occupé par des bouquins sur le business plan. En France, à Paris, la première librairie d'affaires, c'est sur le boulevard Saint-Germain, je ne la nommerai pas, il y a tout juste un rayon et encore un demi-rayon sur les business plans. C'est quand même étonnant. Là, on voit toute la différence de perception du monde des affaires entre l'Amérique du Nord et la France. Alors, je suis arrivé à ces chiffres. Là encore, j'ai eu d'excellents patrons quand j'étais salarié. Il y en a un qui m'a dit un jour, écoutez, ça suffit maintenant, arrêtez de faire des ronds de jambes à vos importateurs. Ça m'est resté. Arrêtez de faire des ronds de jambes à vos importateurs. Arrêtez de leur plaire. Arrêtez de leur faire des salam alek. Maintenant, il est temps de parler argent. Alors, je m'en souviens parce que avec mon patron, on était chez un importateur et il avait pleurniché, il dit écoutez, voilà, enfin, d'abord, il avait eu d'excellents résultats. Et à la fin de l'année, écoutez, j'aimerais bien une remise de fin d'année. Ouais, bon, d'accord, mais je vais l'investir, ça me permettra de mieux démarrer l'année suivante. Bon, allez, on lui a fait 5% sur le chiffre de l'année précédente. Et à mon retour, eh bien, j'avais un compte-rendu de visite assez léger. Et mon patron me demande, mais qu'est-ce qu'il a fait de ces 5%? Vous ne le savez pas? Est-ce qu'il en a fait profiter ses clients sous forme d'une remise, ce qui serait inadmissible, parce qu'il ne va pas vendre davantage en faisant une remise? Est-ce qu'il se les a mis dans la poche? Ou bien est-ce qu'il a fait comme c'était prévu? Est-ce qu'il les a investis dans des moyens promotionnels conséquents lui permettant d'atteindre de meilleurs objectifs pour l'année à venir? Effectivement, en force de faire du présentiel, j'avais complètement oublié de parler argent. J'y suis retourné. Et voilà en gros ce que j'avais dû faire et ce sur quoi je travaille d'ailleurs avec des exportateurs quand je les conseille dans leur développement à l'international, ce qu'on appelle un plan d'action marketing. En d'autres termes, convenir surtout de la communication. Alors ça peut vraiment, non seulement ça peut se faire à distance, ça doit se faire à distance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pendant que tout le monde est confiné? Avec l'importateur, on va définir déjà, on va revoir la présentation commerciale. La présentation commerciale, elle s'affine avec l'expérience.
On peut demander aux commerciaux, voilà, quels sont vos échecs? Quelles sont les commandes que vous n'avez pas eues? Pourquoi vous ne l'avez pas eu? Ah, peut-être parce que le client était mal ciblé. OK, on va travailler sur des nouveaux segments. Ou bien l'argumentaire n'était pas bon. Ou bien j'ai oublié de dire ceci. Ou bien je l'ai mal présenté. On peut travailler aussi sur des business cases, ce que j'appellerais plutôt du storytelling. Alors ça, c'est très convaincant. Le storytelling, j'ai un de mes clients, à une époque, on a interdit aux commerciaux de parler produits. On leur a interdit de parler produits. On a revu toute la communication. À partir de maintenant, nous ne parlerons que des clients. Et on a fait du storytelling, des histoires croustillantes qui expliquent le problème qu'avait le client. On en a même fait d'ailleurs des communiqués de presse qu'on a envoyés à des journalistes. On avait toute une base de données de journalistes du monde entier. Et entre autres, à titre anecdotique, on a eu au Japon un grand nombre d'articles de journalistes japonais qui se sont contentés de traduire les communiqués de presse en japonais. Le storytelling, c'est vraiment un outil, ou le business case, enfin qu'importe, c'est un outil particulièrement important dans la communication. On peut voir aussi les livres blancs, les publications, là ici, tout ce qui est rédactionnel, conceptionnel, peut se faire à distance. Je résume. Dans le plan d'action marketing, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, refondre toute la com. Est-ce que l'année suivante, ça vaudra le coup au moment de la reprise, travailler davantage sur la communication par les commerciaux, travailler davantage sur les relations de presse? Quel message on va mettre en avant? C'est une réflexion qu'on peut mener à distance. Qu'est-ce qu'on va dire à nos clients? Comment on va présenter les produits? Bien sûr, on va actualiser le contenu du site web, c'est évident. Donc, la rédaction de nouveaux business cases, ça se fait par mail. Ça ne nécessite absolument aucun présentiel. Des livres blancs, ça c'est intéressant, les livres blancs. Les livres blancs, c'est une publication, pas forcément sur nos produits ni sur notre entreprise, mais sur le secteur considéré. Ce qui veut dire que si on se donne la peine de parler du secteur d'activité, le nôtre, ça veut dire qu'on le connaît mieux que la concurrence. C'est du rédactionnel, ça se fait à distance. Voilà, donc transmettre des nouveaux business cases, ce sont des interviews téléphoniques, ça se fait en visioconférence avec les commerciaux et ça donne lieu à un document qui sera publié. Ça, c'est le plan d'action marketing qui va inclure un plan d'action commerciale. Alors, j'utilise souvent, quand je forme des commerciaux, quand je les organise, quand je les structure, j'utilise ce qu'on appelle le funnel, la stratégie de l'entonnoir, consistant à dire, voilà, quels sont vos contacts actuellement, quels sont ceux qui ont manifesté un intérêt, quels sont ceux que nous allons travailler en priorité, quels sont ceux qui ont besoin d'une démonstration. En d'autres termes, quels sont ceux qu'on peut travailler à distance, sachant que les voyages sur place, ce n'est pas de mal la veille. En d'autres termes, ce que j'appelle travailler le client quand il est bon, le prospect quand il est chaud. Quels sont les clients qu'on va travailler en priorité, parce qu'on ne veut absolument pas les perdre. Donc, on va faire un plan d'action de suivi à distance. Et le prospect quand il est chaud. Le prospect quand il est chaud, ça se fait aussi à distance. Quand je vendais des machines textiles, je savais, en regardant la machine, que telle pièce allait tomber en panne prochainement. Donc, je dis, waouh, c'est une pièce parfois coûteuse. Je téléphonais au client, je dis, écoutez, au cours de ma visite, j'ai vu qu'il y a ça. Ah bon, vous pensez? Bah oui, effectivement. Je le relançais et ce que j'appelle un prospect chaud, effectivement. Alors, à distance, on va faire quoi sur le plan commercial? D'abord, on va demander ce que je demande systématiquement aux commerciaux. Je veux avoir le top 10 de vos clients actuels. Et ça, vous devez… Il faut dire que j'avais un patron qui un jour qui avait comme manie d'entrer dans les bureaux des commerciaux. Il commençait en disant le chiffre, la marge, on devait le connaître par cœur. Et un commercial doit connaître par cœur la liste de ses top 10. Pour les clients, c'est facile, mais surtout le plus difficile, le top 10 des prospects. Quels sont ceux qui ont le plus fort potentiel? Et ce n'est généralement pas la même liste. Et donc, on peut à ce moment-là dire aux commerciaux, ben voilà vos clients actuels, voilà ceux que vous devriez travailler. Eh bien, avant, en période de confinement, on peut réfléchir sur ces prospects, à quels arguments ils seront sensibles, quels sont leurs besoins exacts,
quel est le problème qu'ils rencontrent, quelle est la valeur, quelle est la solution qu'on peut leur apporter. Tout ça, ça peut se faire à distance. Et puis accessoirement, on anticipe la reprise. Je veux dire, il faut se donner des dates. Là, actuellement, le gouvernement nous a donné le 11 mai. Ça rassure. Enfin, ça rassure, ça inquiète un peu aussi. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il y aura le déconfinement? Est-ce que vos commerciaux pourra vous voir? Est-ce qu'ils ont besoin de formation? Est-ce qu'on a de petites piqûres de rappel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, etc., etc. Quel appui on peut leur apporter? Voilà, en quelque sorte, tout ce qu'on peut faire à distance. En gros, pour résumer, je dirais que tout ce qui est qualitatif, tout ce qui est collecte d'informations sensibles, tout ce qui est intelligence économique, tout ce qui est observation sur site, bien entendu, ne peut se faire qu'en présence. Par contre, c'est l'occasion ou jamais de ce confinement de revenir aux fondamentaux du business, c'est-à-dire par les chiffres. J'oublierai jamais cette parole que m'avait dit, ce reproche qu'avait fait mon patron: arrêtez de faire des ronds de jambes aux importateurs. Parlons argent. Alors, je reviendrai en conclusion, si vous voulez bien, à Michel Audiard. On va garder en mémoire, quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Voilà. En période de confinement, c'est le moment de revenir aux fondamentaux du monde des affaires. On va parler pognon. Allez, on va parler pognon, on va discuter un petit peu. Je vais essayer de voir les questions qui ont été posées. Je vais arrêter le partage d'écran.